Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission spéciale consacrée au placement et à leur fiscalité. Une émission spéciale réalisée conjointement avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai le plaisir de diriger et avec la société Pareto. Justement, j'ai deux experts, deux associés de Pareto ici dans le studio. Alors à ma gauche, Vincent Garit, bonjour. Bonjour Hamid. Et puis à ma droite, Gauthier Ramakers. Bonjour. Bonjour Hamid. Alors, merci d'être là pour partager votre savoir-faire et votre know-how avec les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être expliquer c'est quoi Pareto. Alors, vous vous définissez comme une sorte de family office. Alors, moi, je connais un petit peu le sujet parce que forcément, on me paye pour connaître ce genre de sujet, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est un family office. Alors, qu'est-ce que c'est cette drôle de créature et peut-être avant de dire ce que c'est, on va dire ce que ce n'est pas, parce qu'il y a souvent un amalgame qui peut être fait. On n'est pas une banque. Et c'est là où, quand on entend du côté des banques la façon dont eux vont nous observer et nous percevoir, ils vont plutôt nous voir comme un concurrent. Et moi, c'est plutôt l'inverse. La façon dont je regarde des banques, ça peut être un Belfius, Fortis, De Groof ou Rothschild ou n'importe qui. Je ne les vois pas du tout comme un concurrent, mais comme un partenaire. Parce que c'est ça la force d'un family office. Il n'y a personne qui se cache derrière nous. Et donc, on est libre de vraiment aller tout azimut, quelle que soit la direction qu'on souhaiterait en partenariat avec les autres organismes financiers et pas du tout de concurrence. Exact. Et peut-être en réalité, le rôle d'un family office, c'est un petit peu d'être le chef d'orchestre des différentes personnes qui entourent un citoyen, et peut-être même un citoyen belge, d'un point de vue financier en tout cas, parce que en général, une personne, d'un point de vue financier, est déjà accompagnée. Il est forcément client dans une, voire plusieurs banques. On n'a pas trop le choix. Oui, les Belges sont souvent multibancarisés. Tout à fait. On doit bien mettre son argent quelque part. Et puis, de temps en temps, on va voir un avocat, un courtier. De temps en temps, on va faire un petit coucou au notaire. Parfois, on a un comptable qui nous aide pour nos impôts. Mais le problème, c'est que ces différentes personnes de confiance, rarement, voire jamais, elles vont communiquer entre elles. Et puis souvent, c'est le constat qu'on a. Quand vous dites les personnes de confiance, visez quoi? Des notaires, des avocats, mon expert comptable, si j'en ai un? Exact. En général, quand on se dit je vais placer mon argent, je pense à aller voir mon banquier. Quand je planifie ma succession, on pense à aller voir un notaire. Mais le problème, c'est que souvent, ces personnes de confiance que je viens de citer, non seulement rarement, voire jamais, elles vont communiquer entre elles. Et surtout, en général, elles vont connaître une petite partie de notre situation financière, et parfois d'ailleurs celle qu'on a envie de leur dévoiler. Et donc, l'objectif d'un family office, c'est de venir un peu intégrer et coordonner tout ce beau monde, déjà pour avoir une vue globale de la situation et pouvoir vraiment essayer de l'accompagner au mieux, de A jusqu'à Z forcément. Donc vous avez tous les deux, et alors vos équipes évidemment aussi, une sorte de rôle de chef d'orchestre. Oui. Vous êtes ceux qui doivent à peu près savoir tout pour pouvoir conseiller les clients de manière adéquate. Exact. Et alors, c'est vrai que en tant que chef d'orchestre, pour reprendre ce terme de Gauthier, tous les musiciens, nous, on les fait jouer, pour ainsi dire. Et lors de toutes ces partitures, opéra et autres, on a deux missions, si vous voulez. La première mission, elle est plutôt d'un ordre fiscal. Et donc là, on s'amuse quand même assez bien en Belgique parce qu'on est vite amené à payer quand même pas mal d'impôts à plusieurs reprises. Et on explique à nos clients comment limiter l'impact fiscal sur leurs revenus professionnels. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le patrimoine qui sera constitué aussi bien en immobilier qu'en mobilier, il y a une façon d'investir en payant beaucoup d'impôts, un petit peu ou quasi pas. Et alors, l'autre mission donc, qui suit souvent la mission théorique fiscale, c'est la mise en pratique. Et là aussi, on accompagne nos clients, donc aussi bien côté immobilier que côté mobilier. Alors, cette émission, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, est consacrée au placement. Alors, j'ai envie de vous poser comme première question, même si j'enfonce une porte ouverte, c'est pourquoi investir? Je dirais, plus que jamais, on n'a pas le choix si on veut maintenir son train de vie. Oui, tout à fait, Hamid. Et pour moi, le problème, il vient un petit peu du système qui est intenable. Pourquoi? Parce que, quelque part, au niveau de la pension légale, avant, j'avais peut-être 2 travailleurs pour un pensionné. Aujourd'hui, je tourne autour d'1 travailleur pour un pensionné. Et je ne peux pas être négatif, mais je pense que dans 5, 10 ou 15 ans, je vais être avec 1 travailleur pour 2 pensionnés. Et c'est vrai que si parfois, justement, parfois dans le Trends Tendance, justement, on lit à droite à gauche, on parle souvent de piliers de pension.
En fait, le premier pilier de pension, c'est quoi? C'est la pension légale. Donc, c'est la pension qu'on va percevoir. On sait ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, malheureusement. On sait ce qu'elle vaut. Elle va tourner autour de peut-être 1300 ou 1400 euros net pour certains indépendants. Elle peut monter jusqu'à 2000, 2002 ou 2300 euros pour certains pensionnés. Mais en règle générale, cette pension légale, pour moi, il y a deux certitudes. La première, c'est qu'elle ne va pas augmenter dans le futur, ça c'est certain. Et malheureusement, je pense que pour beaucoup de personnes, elle ne va pas être suffisante que pour assurer un train de vie une fois pensionné. Et donc souvent, on parle du deuxième pilier aussi. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'assurance groupe. Donc ça dépend un petit peu du bon vouloir de son employeur. On peut parler de PLCI pour les indépendants ou même de EP. EIP, c'est l'engagement individuel de pension. Tout à fait. Donc, comme les indépendants qui sont en société, par exemple. Exactement. Donc c'est l'assurance groupe que le dirigeant d'entreprise peut se mettre en place. Elle est de plus en plus rabotée. Elle est de plus en plus rabotée. On a commencé un peu à remettre en place et à redéfinir la règle de 80% qui limite le montant que les dirigeants d'entreprise peuvent le faire. Et donc c'est pour ça que ce deuxième pilier, malheureusement, souvent, il ne suffit pas. Donc parfois, on doit parler même du troisième pilier. Là, les montants sont clairement plus restreints. On parle plutôt de l'épargne pension et même de l'épargne à long terme. Et donc finalement, le plus gros du patrimoine que je vais avoir besoin pour assurer mon train de vie une fois ma retraite. C'est l'épargne que je constitue moi-même. Tout à fait. Donc souvent, on l'appelle le quatrième pilier justement. Donc c'est son propre patrimoine. Et donc quelque part, vu qu'il va représenter une partie très importante, souvent on parle de 50 à 60% du montant dont j'ai besoin pour assurer une chouette pension, ce patrimoine-là, je ne peux pas le laisser dormir sur des comptes épargne, je dois le faire fructifier pour être certain d'en avoir assez une fois pensionné, forcément. Alors, Vincent, 2022, 2023, ça a été le retour de l'inflation. On a eu une inflation à 2 chiffres, elle est en train de baisser fort heureusement, ou pas, j'en sais rien. C'est une amie ou une ennemie de déplacement, l'inflation? Alors moi, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je crois que dans le contexte actuel, je ne vois pas l'inflation comme un problème, mais comme une solution. Et pour plein de raisons. Et alors, Hamid, vous parlez de 2022-2023. Et là, c'est vrai qu'en 2022, on a vraiment eu une inflation qui était bien méchante. Mais au fait, l'inflation, elle a commencé à décoller déjà en 2020. Et pendant le Covid, donc. C'était à cause, pas du Covid, mais de toutes les chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement avec les lockdowns qui ont été imposés. Et par la suite, il y a Poutine qui a eu la mauvaise idée d'envahir l'Ukraine. Ce n'est pas ce fait-là qui a encore boosté l'inflation en plus. C'est plutôt ce que nos chers dirigeants européens ont infligé comme on va dire, des amendes bien sympathiques à la Russie et des sanctions. Ce sont les sanctions économiques. Et c'est ça où là, l'inflation a vraiment commencé à s'emballer. Et en fait, moi, l'inflation, ça a toujours été une de mes passions, je peux le dire. C'est assez rare, hein. C'est assez rare comme inflation. Il est particulier. Comme passion, je veux dire, il est particulier. Certains aiment le bridge, moi, c'est l'inflation. Et je ne sais pas si vous connaissez Milton Friedman. Oui, l'ancien prix Nobel d'économie. Exact, dans les années 70. Et c'est quelqu'un qui est drôlement bien placé pour nous expliquer le concept de l'inflation. Je vous encourage à toutes et à tous d'aller lire ses bouquins et regarder ses interviews. Mais la base, si vous voulez, de son raisonnement, c'est de dire que l'inflation, ça a toujours été un problème monétaire à la base. Excès d'impression de monnaie. Exact. Et c'est là où, quand on regarde ce qui s'est passé les dernières années, c'est hallucinant. La masse monétaire qu'on a injectée dans les 4 coins de la planète, pour vous donner un ordre de grandeur, et je vais arrondir, mais entre 1820 et 2020, on a imprimé en 2 siècles quasi autant d'argent qu'on avait imprimé entre 2020 et 2022. Donc, c'est colossal l'impression monétaire qui a été réalisée. Et alors, à cela vient se rajouter les déficits budgétaires que beaucoup d'États sont en train de construire aujourd'hui. Et quand on regarde ce que les États-Unis sont en train de faire, ça commence quelque part je ne vais pas dire remettre en cause leur solvabilité, mais on voit que le dollar est attaqué aujourd'hui. Qu'il y a beaucoup de pays qui continue à acheter des bons du Trésor américain et qu'au fait, qu'on voit que petit à petit, commence à diminuer les achats et curieusement, ils commencent à acheter beaucoup plus d'or. Et donc, il y a, je crois, une remise en question de la solvabilité de beaucoup de personnes et ça ne va pas se passer du jour au lendemain. C'est un exercice qui va prendre des années, si pas des décennies. Et en Belgique, c'est la même chose. Les déficits budgétaires sont en train de galoper dans tous les sens. Et alors, autre chose qui va être super inflationniste, c'est
toute la transition énergétique qu'on va devoir réaliser sur les prochaines années, ça va nous coûter un pont. Et ce pont, je crains que la planche à billets va commencer petit à petit à être relancée, parce qu'on dit que les taux d'intérêt sont en train de diminuer. Et là, c'est un concept curieux, parce que Jérôme Powell nous avait bien annoncé qu'il allait rester au même niveau pendant très longtemps. Il y a quelques semaines, vous avez certainement vu qu'il a fait machine arrière en disant non, tout compte fait, j'ai bien réfléchi et je vais commencer à diminuer. Jérôme Powell, c'est le président de la Banque centrale américaine. Merci pour la précision. Et je comprends tout à fait la raison, parce que cette année-ci, entre-temps, les États-Unis ont déjà un déficit embarqué de 2 000 milliards de dollars, et en plus, ils doivent refinancer 8 000 milliards de leur dette. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent aller chercher ce qu'on appelle un 10 trilliards. Oui. Donc, 10 000 milliards et à 5% de taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle une trappe à dette. Et quand on veut sortir d'une trappe à dette, moi, dans tous mes cours d'économie, on m'a toujours appris qu'on pouvait rembourser un crédit sans le rembourser. Il y a deux façons. Première façon, c'est de faire défaut. Et ça, je ne crois pas, même si certains économistes commencent à dire que si Trump est élu, ça pourrait éventuellement être une solution pour les dettes étrangères pour les États-Unis. Mais la deuxième façon, elle est beaucoup plus sournoise, beaucoup plus discrète et beaucoup plus facile, c'est de l'inflation. Oui, c'est l'impôt invisible. Tout à fait, c'est un impôt invisible. Alors, il nous reste encore 29 minutes et nous avons beaucoup de sujets encore à traiter. Excusez-moi, j'avais dit que c'était Vincent et Gauthier. Alors, on a déjà compris une chose, c'est que vous êtes des tiers de confiance, que vous êtes des chefs d'orchestre, en tout cas par rapport aux experts qui peuvent entourer ou pas entourer les personnes qui sont concernées par cette thématique-là. Et on a très très bien compris l'intérêt d'investir, tout simplement, si on veut maintenir son train de vie. Voilà, surtout qu'on vit de plus en plus longtemps. Et donc, il y a quand même intérêt à ce que ce soit agréable tout de même. Mieux. Alors maintenant, la vraie question, qui tue à 1 000 €. Immobilier ou mobilier ou le cumul, puisque le cumul n'est pas encore interdit en Belgique. Enfin, en tout cas, on n'est pas taxé. Voilà. Moi, introduit. Je dirais les deux, mon adjudant, parce que... Et c'est ça que je trouve fascinant à notre métier. Gauthier et moi, on croise des patrimoines à longueur de journée. On voit au fait ce qui réussit, ce qui ne réussit pas. Mais je crois que l'idée de base, c'est de dire, vu que l'avenir est incertain, autant diversifier. Okay. Et moi, j'adore les briques, j'adore les placements financiers, j'aime bien les deux, mais ce que je conseille à, je ne vais pas dire tous mes clients, mais la grande majorité, c'est de construire 3 pots. D'avoir un pot immobilier, un pot mobilier. Et le troisième, c'est ? Le plus important, c'est du cash. Des placements monétaires, du liquide, compte épargne, compte à vue, compte à terme, un bon d'État qui vient à échéance. C'est pas le cash sous le matelas, il rapporte quand même quelque chose, c'est pas grand-chose, mais en tout cas moins que l'inflation. Mais le problème que vous avez avec les placements, vous pouvez être riche à milliards et dès le moment où vous n'avez plus accès à des liquidités, vous êtes aussi pauvre que le plus pauvre des mendiants. Et donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Les liquidités, pour moi, ça doit être la position qui doit vous permettre de dormir tranquille pendant plus ou moins 3 ans. Il est assez rare d'avoir besoin de plus de 3 ans avant de récupérer des pertes qu'on aurait momentanément. Alors, Gauthier, j'imagine que vous êtes d'accord avec votre associé, un mélange d'immobilier et de mobilier ? Tout à fait. Moi, je reste d'avis que il faut faire les deux. S'il n'y avait que l'immobilier qui marcherait, finalement, on ferait tous de l'immobilier. Et à l'inverse, s'il y avait des placements immobiliers et financiers qui fonctionnent, il n'y aurait plus d'agents immobiliers. Donc, ce n'est pas le but. Donc, moi, je reste d'avis que les deux se marient complètement. Maintenant, et c'est vrai que Vincent parlait du fait qu'il faut avoir assez de cash pour pouvoir en disposer et s'acheter certaines choses pour assurer ses besoins. C'est vrai que, et vous parliez de porte ouverte, je vais en ouvrir une autre, c'est de me dire qu'un placement immobilier, pour moi, je trouve ça génial parce que souvent, c'est relativement stable. J'aime bien dire souvent parce que il y a toujours quelques cas extrêmes qui ne le sont pas, mais souvent, ça me donne un rendement locatif entre 2 et 4% et une plus-value, pour l'interrogation, mais souvent c'est 3, 4 ou 5% si j'ai de la chance. Par contre, le réel inconvénient de l'immobilier, c'est que c'est immobile. Si j'ai besoin de 50 000 €, je ne sais pas vendre ma salle de bain. C'est soit je vends tout mon bien, ou bien je le garde et je trouve une alternative. À l'inverse, le placement financier, ce qui est chouette, c'est qu'il est liquide. Si j'ai besoin d'un certain montant, en quelques clics et en quelques semaines, je peux vendre un tracker, mon fonds ou autre, et ça peut atterrir sur mon compte à vue pour assurer une dépense. Donc je reste d'avis que les deux sont vraiment intéressants. Alors, vous avez parlé des rendements au niveau de l'immobilier. Moi, ce que je constate souvent, mais en tant qu'observateur économique, c'est que beaucoup de gens, quand on leur pose la question, ils croient connaître leur rendement. C'est une très bonne remarque. Et c'est vrai que souvent, que ce soit au niveau de l'immobilier ou de l'immobilier, souvent, on connaît son rendement, mais souvent, pour moi, on regarde le rendement brut. Et c'est vrai que là où on s'amuse à longueur de journée, c'est qu'on aime bien comparer à tout niveau, que ce soit des placements immobiliers ou financiers.
c'est de comparer la différence et de voir la différence entre le loyer brut et entre le rendement brut et le rendement net. Au immobilier, souvent, on se dit, ben voilà, j'ai un appartement qui vaut aujourd'hui 350 ou 400 000 euros, je le mets en location 1 000 ou 1 200 euros par mois, donc on se dit, tiens, finalement, j'ai un chouette rendement locatif, 3-4%. Mais à cela, je dois venir déduire, malheureusement, un précompte immobilier, j'ai toujours des quelques frais propriétaires. Des vacances locatives, éventuellement. De temps en temps, des vacances locatives, je dois parfois repeindre mon bien, je dois déclarer mon revenu cadastral indexé dans ma déclaration fiscale, et c'est là où parfois je constate chez certains clients qu'un rendement locatif brut de 4%, mais une fois que je déduis tout, parfois je suis plutôt à 1,5, 2 ou 2,5%. Et alors, je vais tout de suite le dire aussi, je ne suis pas tellement partisan de l'immobilier, ni plutôt partisan de l'immobilier. Moi, j'aime bien les deux. Au niveau des placements financiers, c'est la même chose. Il faut toujours bien comparer les frais. Si j'achète un tracker, un fonds, je paye souvent un frais à l'acquisition, je paye une taxe sur opération de bourse. S'il y a un dividende qui tombe, je paye un précompte mobilier dessus. Je paye une taxe sur la plus-value obligataire. Donc, il y a quand même pas mal de taxes qui viennent manger un petit peu le rendement. Donc, des deux côtés, il faut bien faire la distinction pour moi entre le rendement brut et le rendement net, parce que parfois on se rend compte qu'il y a clairement... Alors j'en viens vers Vincent, c'est des questions qu'on pose aussi à moi, sauf que je n'ai pas votre expertise. On pose souvent la question immobilier, et là vous avez rajouté même un troisième pot avec le cash. L'autre question qui revient souvent les gens croient qu'il y a un placement miracle qui marche mieux que d'autres. Vous validez ou pas du tout? Oui, évidemment, mais celui-là, on le propose uniquement à nos clients qui peuvent investir un montant supérieur à 100 millions d'euros. C'est toujours ce qu'on va lire sur Internet. J'ai le placement miracle, mais le ticket d'entrée, c'est X. Et c'est des arnaques. Au fait, on ne sait pas s'enrichir en l'espace de quelques temps d'une façon sensée pour la plupart des gens. Il y a quelques personnes qui réussissent toujours à avoir la baraka, mais c'est quand même c'est assez rare. Et alors, c'est vrai que l'investissement miracle, si jamais vous le trouvez à mythe de grâce, faites-moi signe. Je pense que je vais le garder pour moi. Oui. Je vous donnerai 10% sur les futures plus-values de l'investissement. Mais je crois qu'à partir du moment où vous quittez cette poche de cash, il faut accepter que l'investissement miracle, il n'existe pas et que donc, tôt ou tard, il y aura un petit peu ou beaucoup de soucis ou de mésaventures. Et avec un minimum de logique et de bon sens, il y a quand même moyen de, je ne vais pas dire limiter le risque à zéro, mais réduire fortement le risque. Et des mésaventures, des déconfitures dans des placements, je peux vous en raconter pendant toute la soirée. Citez-moi au moins un ou deux, histoire d'égayer nos téléspectateurs. Ça va peut-être pas les encourager, mais j'ai un client, par exemple, il est surinvesti en immobilier. Il doit avoir pas loin de 50 unités qu'il met en location. Et il me racontait, c'était l'année dernière, il me racontait en rigolant. Lui-même, il en rigolait parce que c'était la seule fois où il y avait vraiment eu un gros couac. Donc c'est un appartement, une chambre sur Bruxelles, loué à apparemment un charmant monsieur. Ce charmant monsieur quitte l'appartement sans le dire au propriétaire et sous-loue l'appartement à un moins charmant monsieur. Et apparemment, en l'espace de, je ne sais plus si c'était une journée ou un week-end, le deuxième locataire a strippé l'appartement. Mais donc, quand je dis stripper l'appartement, il est parti avec la cuisine, avec la salle de bain, avec les sols, les portes, les radiateurs, absolument tout. Un artiste. Même les châssis. Oui. Donc, l'appartement était casco. C'était un artiste. Et plus mauvais investissement que ça ou mauvaise surprise, j'ai rarement rencontré. C'est difficile. Et en immobilier, j'entendais, mais ça faisait déjà 1 an ou 2, un client qui me dit qu'il voulait vendre un bien immobilier il y a quelques années. Et quand son notaire commence à faire les recherches, son notaire lui dit « Mais cher monsieur, vous n'êtes pas propriétaire de ce bien immobilier, c'est Séraphin Tartampion. » Et puis il dit non, Séraphin Tartampion, c'est la personne à qui j'ai acheté l'appartement. Et donc moi je suis devenu propriétaire en je ne sais plus quelle année. Et au fait le notaire avait pire qu'oublié, il n'avait pas payé les droits d'enregistrement à l'administration fiscale, il les avait gardés pour lui. Il a fait de la prison d'ailleurs, ce notaire qu'on connaît, enfin pas mal de personnes malheureusement le connaissent. Et donc des mauvaises surprises, je crois qu'on peut en avoir. Ici je cite des exemples en immobilier. En mobilier, je ne vais pas parler des clients qui étaient investis sur Fortis et que pour diversifier, ils ont acheté du Dexia aussi. Oui, manque de bol. Moi j'étais banquier, pour la petite histoire, je suis devenu banquier au fait après. C'était 1 semaine après la faillite de Lehman Brothers. Et donc c'était magnifique comme timing pour apprendre le métier. Mais j'en ai vraiment beaucoup appris. Mais la pire histoire que j'ai rencontrée, c'était un client qui avait ces 2 actions. Et j'étais au téléphone en train d'essayer de le calmer en lui expliquant ce qu'il pourrait éventuellement faire. Il a jeté son ordinateur par la fenêtre. Ah oui, trop tard.
Oui, Alors, ça sont des anecdotes qui font froid dans le dos. Moi, je vous propose maintenant, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes, de consacrer 10 minutes à entrer dans le détail du placement immobilier, et puis on passera évidemment au mobilier. Alors, l'immobilier, en préparant cette émission, je crois que c'est avec vous d'ailleurs, Vincent, alors, vous n'avez pas utilisé tout à fait la même métaphore, mais c'est un peu comme ces voitures qu'on achète neuves et qui, dès qu'elles sortent du showroom, perdent 30%. Oui, ou en tout cas la TVA. Et ça, on n'y pense pas pour l'immobilier. Oui, et c'est ça qui est... Mais c'est quoi la démonstration ? Mais la phase que je déteste le plus dans l'immobilier, c'est l'achat. Pourquoi ? Parce que pour devenir acquéreur, pour avoir la clé de votre bien avant de penser à mettre un locataire dedans, en Belgique, il faut en effet passer à la caisse. Dans le meilleur des cas, en Flandre, on va perdre 2-3%, mais ce serait sur l'habitation familiale. Et pour des déplacements, on va minimum perdre entre, allez, je vais dire, 7 à 22%. Ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau, mais il y a plein de fiscalités différentes dans l'acquisition. Et ça, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Mais c'est ce que je trouve marrant chez mes clients qui sont surinvestis en immobilier. Souvent, c'est qu'ils ont un sentiment de sécurité, une trouille bleue d'avoir la fluctuation des placements financiers. Or, la première journée, quand vous rentrez dans un placement immobilier, vous avez une certitude de vous prendre 10, 15, 20, 25% dans les dents. De perte. De perte sèche, c'est une perte sèche. Et c'est pour ça que l'immobilier est illiquide pendant les premières années, parce qu'il faut un rendement locatif, une plus-value pour commencer à rembourser cet impôt avant de générer un rendement, comme le disait Gauthier, net. Et du côté mobilier, sur les 20 dernières années, des crises, on en a eu en veux-tu, en voilà, mais des crises où on perd 15 à 22%, c'est déjà un mini grâce crash, à Dieu, c'est un mini-crash et c'est une minorité des années. Donc ça, c'est une première leçon, OK pour l'immobilier, mais gardez à l'esprit qu'il faudra quand même garder quelques années, ne serait-ce que pour amortir les frais auxquels vous venez de faire le coup. Oui. Alors, deuxième question classique, mais je la pose quand même. Il fut un temps où on pourrait se poser la question, j'achète de l'immobilier, appartement, maison, peu importe, est-ce que je l'achète avec mes fonds propres ou est-ce que je prends un crédit ? Il fut une époque où les taux étaient très bas, on avait avantage à s'endetter. Mais aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose plusieurs fois par semaine, si pas par jour. C'est vrai que pour moi, d'ailleurs ça vient même pas de moi, ça vient de notre ami Winston Churchill, on dit toujours il y a 3 critères à l'immobilier, c'est location, location, location. Et moi souvent, d'ailleurs ça fait sourire, si pas des amis, parfois des clients, je leur dis pour moi les 3 critères c'est crédit, crédit, crédit. Et pourquoi ? Parce que en fait pour moi, investir dans un bien immobilier sur fonds propres, et force est de constater que beaucoup de Belges ont une brique dans le ventre et font ça parce qu'ils voient vraiment ça comme un produit de distribution. Ils se disent j'achète un bien immobilier et ça me donne un rendement locatif, ce qui est justifié, qui est avéré. Par contre, moi je trouve qu'investir dans un bien immobilier sur fonds propres, je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là, mais ce n'est pas le plus rentable. Pourquoi ? Parce que, et de nouveau j'ai envie de prendre des chiffres ronds, mais un rendement locatif en moyenne c'est entre 2 et 4%, donc je vais dire 3. Et une plus-value lissée sur quelques années, c'est aussi 3%. Donc finalement, j'ai une plus-value et un rendement moyen globalisé d'environ 6%. Mais finalement, je constate que si j'investis sur les marchés financiers, plutôt quand même de manière dynamique, mais que je diversifie en termes de secteur, de zone géographique, de maison de gestion, sur 15 ans, sur 20 ans, qui est mon horizon de placement immobilier, je vais aussi aller chercher le même genre de rendement, je vais aussi voir 5, 6, 7, 8% par an. Par contre, le gros avantage de l'immobilier, c'est qu'en fait, je peux emprunter pour investir dans l'immobilier. Et c'est vrai que la sous-question que vous m'avez posée de se dire est-ce que j'ai intérêt à emprunter alors que les taux sont plus élevés, encore pas plus tard que hier soir, je recevais l'offre de crédit pour un client qui souhaite investir dans l'immobilier et il voulait un crédit d'un peu plus de 200 000 euros et il recevait un taux de 3%. Et c'est vrai que dans la foulée, il m'a posé la question, il me dit Gauthier, qu'en penses-tu ? Sur 20 ans, ça. Sur 20 ans, tout à fait. C'était même 3,04 si certains veulent faire du benchmarking. Et je ne peux quand même peut-être pas citer la banque, c'est pas le but. Mais donc la question, et même qu'il se posait lui-même, c'est de se dire, est-ce qu'il a intérêt à prendre le crédit de 3% ? La réponse est oui. Pour moi, la réponse est oui, parce que l'idée, c'est que je prends un crédit de 3%.
Mais l'avantage, c'est que je paye 3% à ce banquier, mais l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai ces 200 000 euros, je les place dans un bien immobilier qui vont me donner un rendement locatif potentiel, vous me direz, de 3% et une plus-value également de 3%. Donc j'emprunte à du 3. Et en plus, je peux même ajouter que c'est déductible fiscalement. Donc finalement, le coût net de mon crédit, il n'est peut-être pas 3, mais il est peut-être plutôt autour de 1,5 à 2. Et cet argent-là, je le place dans un bien immobilier qui me rapporte plus. Donc pour moi, en fait, tant que le coût de l'intérêt est inférieur au rendement de l'immobilier, j'ai tout intérêt à emprunter. Ça, c'est la deuxième leçon de cette émission. Alors, je me retourne vers vous, Vincent. Alors, c'est une question peut-être un peu cynique, mais qui est importante et qui est un autre atout de l'immobilier. C'est qu'effectivement, un certain nombre, ce sont des jeunes la plupart du temps, on dit que ce sont des primo-accédants, ils ont de plus en plus malheureusement de difficultés à accéder à l'immobilier. Et donc, ils doivent, par la force des choses, devenir locataires. Et donc là, il y a quelque chose à jouer. Oui, ou aller dormir sous un pont. Et donc, en effet, il n'y a pas 36 alternatives. Et je crois que une des raisons pour laquelle il est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété, c'est qu'il y a une hausse de taux d'intérêt assez conséquente quand même les derniers mois, les dernières années. Et je ne crois pas, je suis persuadé qu'on ne va plus retourner dans les taux en dessous de 1% sur 20 ans ou à du 1, 1,5. C'est une époque révolue. C'est révolu. Bon, ma deuxième passion, c'est les crédits. Et il y a deux livres que j'aime beaucoup et que je conseille à tout le monde de lire. C'est La dette 5000 ans d'histoire. Et au fait, ça fait 5 millénaires qu'on n'avait pas vécu ce qu'on vient de vivre. Et donc, la prochaine génération, même je ne crois pas que mes enfants ne verront pas des taux comme on a pu voir. Et alors aussi The Price of Time de Edward Chancellor, c'est un magnifique livre sur les taux d'intérêt. Mais 3%, historiquement parlant, ce n'est pas encore énorme, mais c'est un frein pour accéder à la propriété. Et c'est là où j'aimerais quand même bien dissocier le capitaliste pur et dur que je suis. Je devrais mettre des claques. Oui, mais je devrais mettre des claques en disant ce que je vais dire. Parce que c'est tout à fait dégueulasse, c'est crapuleux. Tant que vous assumez, ça va, Vincent. J'assume entièrement. Et les personnes qui n'assument pas aussi bien qu'elles devraient assumer, pour moi, c'est les banquiers centraux, que je pèse mes mots. Je crois qu'ils sont même des terroristes plus graves que l'on a connus par le passé. Pourquoi ? Parce qu'en poussant les taux d'intérêt aussi bas qu'ils l'ont fait pendant beaucoup trop longtemps, au fait, on a eu une inflation sur les actifs qui était colossale. Ou une bulle artificielle. Mais aussi bien sur les marchés boursiers et sur l'immobilier. Et en tant qu'investisseur, en tant que professionnel du métier, mais j'adore, c'est génial. Mais socialement parlant, ça a été un carnage. On peut vraiment parler de carnage. Et donc, en effet, toutes ces personnes qui n'arrivent plus à accéder à la propriété à cause de la plus-value immobilière qu'on a eue les dernières années, de 20, 30, 40% l'espace de 3, 4, 5 ans, et à cause de la hausse des taux d'intérêt, ils doivent être locataires. C'est le principe de l'offre et la demande. Et là, l'avantage, et on le voit maintenant, les loyers sont en train d'augmenter de façon quand même assez conséquente. Et alors, je rebondis sur ce que Gauthier disait, parce qu'il parlait de crédit, et en effet, pour moi, l'immobilier de rapport sans crédit, je ne vais pas dire que je n'aime pas du tout, mais j'aime moins, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est fiscale. Si vous avez du 3% d'intérêt, le coût net est de 1,5 et l'immobilier va rapporter plus qu'1,5. Rien que la plus-value va rapporter plus que cela. Et donc, ça crée un effet de levier. Et les deux autres raisons, et que je ne crois pas que Gauthier a mentionné, c'est que d'un point de vue successoral, et on sort un peu du débat des placements, j'adore laisser des crédits à mes enfants si je me plante sur le chemin du retour. Pourquoi ? Parce que l'actif qui est taxé dans une succession, c'est l'actif net. Et donc, si j'ai 100 d'actifs, mais 60 de passifs, il n'y a que 40 qui est taxable dans ma succession. Et alors, dernière, last but not least, je reprends mon inflation, mais on ne peut pas mieux se couvrir contre l'inflation qu'avec des crédits. Pourquoi ? Parce que vous prenez un crédit à du 3% sur 20 ans. Pendant 20 ans, pendant 240 mois, vous avez la même mensualité. Elle ne va pas bouger d'un iota pour autant que vous ayez pris un taux fixe. Et ce qui est le cas de la plupart des Belges, 80%. En effet, heureusement pour la Belgique. Mais des loyers, ils sont indexés. Quand on a indexé des loyers à coût de 10%, mais c'était le jackpot, c'est un win for life. Et un bien immobilier, au fait, quand vous le disséquez, il y a 70% de matières premières et 30% de main-d'œuvre. Mais quand l'inflation augmente, les matières premières vont augmenter, le coût de la main-d'œuvre va augmenter. Et c'est pour ça que l'immobilier est corrélé à l'inflation sur le long terme. Gauthier, parce que le temps avance. Vincent m'a convaincu, et ce sont toutes les personnes qui nous regardent, d'être dans l'immobilier. Alors maintenant, la question aussi, c'est est-ce que je dirais, à titre
personnel ou à travers une société, si je suis indépendant, société de management, que sais-je? Moi, je vais répondre la même chose que Vincent. Les deux, mon adjudant, faites-le des deux côtés. Après, je suis sûr qu'on poserait même la question à des téléspectateurs ou même à des comptables. Je suis sûr qu'on aurait 50% des gens qui me diraient de le faire en privé et l'autre en société. Et donc, c'est vrai que parfois, moi, je me bats un petit peu avec des comptables qui disent à leurs clients ne le faites surtout pas en société ou ne le faites surtout pas en privé, parce que pour moi, c'est juste qu'ils ont des convictions, mais de nouveau, si je veux commencer un petit peu à disséquer les différentes phases de l'immobilier, au niveau de l'achat, forcément, j'ai envie de vous mettre du côté de la société. Je préfère beaucoup plus acheter un bien immobilier en société. Pourquoi ? Parce que je dois le payer avec du brut. Et donc finalement, c'est plus facile de venir avec un fonds propre de 50 000 ou 100 000 euros avec de l'argent brut qu'avec de l'argent net, forcément. D'autant plus que tout ce qui est frais d'enregistrement, les droits, frais de notaire, inscription hypothécaire et autres, c'est déductible en société. Donc finalement, non seulement c'est du brut, mais en plus je peux me le déduire. Après, une fois que le bien est acheté, je dois le mettre en location. Alors d'un point de vue privé, évidemment, le bien locatif, si je reste dans du résidentiel, aujourd'hui, je vois Vincent qui est déjà en train de bouillonner quand je parle de ça. À chaque fois, il ne me laisse pas en placer une, mais c'est pas grave, c'est bon enfant entre nous. Mais c'est vrai que le loyer aujourd'hui, il n'est pas taxé forcément. En société, c'est pas la même idée, parce qu'en société, mon loyer, il rentre dans la base d'imposable de la société. Donc là-dessus, je risque de devoir payer un impôt des sociétés. D'autant plus que quand même, pour être plus précis, en société, je peux amortir mon bien. Donc l'idée, c'est que le bien, c'est un amortissement comptable, donc sur 33 ans, donc je peux aller déduire 3% de la valeur d'acquisition de mon bien. Et donc ça vient quand même neutraliser une partie du loyer. Par contre, attention aussi au niveau de la plus-value. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je veux revendre, je suis taxé. Je veux vendre mon bien. Alors en privé, aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, si je garde mon bien privé résidentiel plus de 5 ans, je ne paye pas de taxe sur la plus-value. En société, le problème, c'est que je paye une plus-value, mais pas sur la plus-value réelle, mais sur la plus-value qui est comptable, qui est complètement différent, parce qu'une plus-value comptable, c'est la différence entre la valeur d'acquisition moins les amortissements que j'ai actés et la plus-value effective, forcément. Autrement dit, j'ai un appartement qui vaut 500 000, et je l'ai amorti sur X années, voilà. Il vaut 0. Il vaut 0. Mais en réalité, si je le vends presque même au même prix que je l'ai acheté... Je vais devoir payer l'impôt des sociétés. Sauf si on applique la technique du réemploi, mais je ne vais pas trop... Mais ça, ils ont qu'à venir vous voir. Alors, voilà. Par contre, il ne reste que 8 minutes. Passons à la partie mobilière. Oui. A priori, on pourrait se dire, c'est kiff-kiff dans le sens où l'immobilier, par définition, c'est du long terme. Vous l'avez démontré tout à l'heure, ne serait-ce que pour récupérer les frais. Et puis, tous les banquiers vous le diront, les placements, c'est du long terme, ne serait-ce pour que vous passiez certaines crises. Alors, c'est quoi la différence? C'est simplement la liquidité, c'est que s'il y a un problème, une action, je peux la vendre. Exact, et je crois que c'est ça aussi le problème pour beaucoup de personnes. Parce que l'avantage de l'immobilier, c'est que vous savez que vous avez payé bonbon à l'acquisition, vous n'allez pas sortir le lendemain, vous allez attendre. Et l'autre avantage de l'immobilier, c'est que le prix de votre maison, de votre appartement, il n'est pas coté dans l'écho, sur la bourse tous les jours. Si je prends comme comparaison, Gauthier parlait du troisième pilier là tantôt, l'épargne-pension. Oui. Les épargnes-pensions, pour autant que vous choisissez les bonnes, je crois qu'il y a moyen d'aller chercher sur plusieurs décennies, et le passé l'a prouvé, des rendements de 5 à 10%. Net. Et la raison pour laquelle beaucoup de Belges ont des rendements assez élevés dans ces placements-là et moins élevés sur des comptes titres, c'est parce qu'on doit attendre la pension avant de pouvoir en sortir. Et donc, on est pieds et mains liés, mais ce qui fait que quand on traverse des crises, et de nouveau, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, on est obligé de faire le gros dos. On ne peut pas paniquer en jetant son ordinateur par la fenêtre et en vendant tout et en paniquant. Donc ça, c'est pas possible. Alors Gauthier, qui dit long terme, dit différents horizons de temps. À ces horizons correspondent des placements différents ? Oui, forcément. C'est vrai que si on voit un petit peu son patrimoine, moi je dis souvent à mes clients, je vois ça un peu comme une échelle. Donc il faut, si je les liste de manière assez grossière, j'ai le compte à vue qui ne rapporte rien, mais qui m'offre une certaine disponibilité de mon capital, donc qui est quand même intéressant. Puis j'ai le compte épargne qui n'a plus rien rapporté depuis quelques années. Maintenant, on voit les taux légèrement augmenter. Et puis j'ai toujours une petite prime de fidélité. C'est comme ça que mon banquier essaie de m'appâter pour me faire venir chez lui. Et puis après, si je veux un petit peu monter au niveau du terme du placement, je peux aller voir un compte à terme, un bon de caisse. Je peux aller voir une obligation d'État, une corporate bond, donc une obligation pour une société. Je peux aller dans le marché des actions. Et donc c'est vrai que moi j'aime bien toujours diversifier en termes de ces placements. Et aussi j'aime bien aussi diversifier en termes de produits et de structures. Parce que souvent, on se pose la question, on se dit, j'ai envie de diversifier, mais est-ce que j'ai intérêt à diversifier uniquement en termes de secteur ou zone géographique, ou est-ce que j'ai aussi intérêt à diversifier
en termes de manière d'investir, parce qu'il y en a plusieurs finalement. Il y a le classique, il y a le compte titre, puis il y a aussi il y a l'assurance vie, on peut investir dans l'or aussi, dans le bitcoin, même si le but c'est pas de rentrer, on peut rentrer dans le private equity. Et c'est vrai que moi ce que j'aime bien toujours comparer, avant de choisir le placement, c'est toujours aussi de regarder le coût fiscal de ce placement. Parce que souvent, de nouveau, j'ai pas envie de prêcher pour plus du private equity, plus pour une assurance vie ou un compte titre, mais si je regarde un petit peu sur un compte titre, en fonction de ce que vous achetez, parfois au niveau des actions, obligations ou même des fonds, en fait, je vais devoir payer des précomptes mobiliers. Donc, quand j'ai un fruit qui tombe de ce portefeuille titre, malheureusement, je passe à la caisse et c'est quand même 30%. Et d'ailleurs, souvent aussi, cette fiscalité, elle évolue. Il y a 10 ans, le précompte, il était à 15%, puis il est passé à 21%, et puis à 25% pour certains patrimoines, et puis à 30%. Et de nouveau, aussi, il y a de la fiscalité d'une assurance vie où avant, je ne payais pas de taxes d'entrée, et puis je suis passé à 1,1 à 2. Et c'est vrai que pour moi, c'est intéressant de bien comparer cette fiscalité avant de Alors, Vincent, si je reviens en arrière sur l'immobilier, l'avantage, c'est qu'il y a un bien, il est là physiquement quelque part en Belgique, etc. Malheureusement, des fois, parce que le fisc le voit très très bien. Et est-ce qu'il y a un parallèle à faire aussi avec les placements immobiliers en disant, voilà, moi je suis intéressé, j'accepte les vicissitudes, c'est-à-dire les hauts et les bas de la bourse, mais j'aimerais quand même que mon capital soit garanti. Est-ce possible? Garantie de capital. Très bonne. On voit ce genre de produit fleurir, ce genre de marketing en tout cas. Au fait, si je mets à la place d'un investisseur et quelqu'un en face de moi commence à me parler de garantie de capital, c'est à ce moment-là que je me lève, je lui dis gentiment merci, au revoir, et je quitte parce que dans la vie, et vous avez une expérience beaucoup plus longue que moi, Amit, mais rien n'est garanti, absolument rien. C'est comme le mariage. Le mariage, pour moi, ça doit être garanti parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas divorcer, c'est impossible. Et pourtant, force est de constater qu'en pratique, 7 couples sur 10 divorcent quand le pire dure trop longtemps. On a le record en Europe, en Belgique. Ça, je ne savais pas. Et les institutions financières, c'est exactement la même chose. Et là, à ce niveau-là, on vit, je crois, une période intéressante où, en termes de stabilité financière, je suis persuadé que les banques sont bien capitalisées grâce à la crise de 2008. Il y a eu beaucoup de régularisations qui ont été mises en place. Mais ça, c'est important. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Fortis, malheureusement, et Dexia. Aujourd'hui, et puis on a vu aussi quelques banques régionales aux États-Unis, pas plus tard que l'an dernier, qui ont fait faillite. Aujourd'hui, on n'a pas de remake à craindre. Du secteur bancaire, moi, ça m'étonnerait fortement. Par contre, l'argent, je le compare souvent à de l'eau. On ne peut pas arrêter l'eau. Si on construit un barrage ou on essaye de se barricader, l'eau, elle va aller ailleurs. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que cette eau, cet argent, il a filé dans ce qu'on appelle dans le jargon le shadow banking. Alors, ça a l'air d'être un terme fort complotiste ou autre. Le système bancaire de l'ombre, on pourrait mais comme ça. C'est tout à fait légal, sauf que c'est beaucoup moins régulé que le secteur bancaire. Et c'est quoi? C'est un fonds de pension, un fonds monétaire, une compagnie d'assurance, ce genre de choses. Et eux, là, je me pose certaines questions. Et c'est vrai que dans ce contexte-ci, où on vient d'avoir des taux d'intérêt qui augmentent, mais qui a fait que le prix de beaucoup de bons d'État et obligations a diminué, ce qui a causé la faillite des banques que vous mentionnez là tantôt l'année dernière, au mois de mars-avril, est-ce qu'il n'y a plus de cadavres dans le placard? J'en sais rien, mais je préfère être prudent. Et donc, aujourd'hui, ce que je conseille à beaucoup de mes clients, c'est de dire, soyez en dehors des bilans des institutions financières. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Parce que tout le monde n'est pas spécialiste de ces matières-là. C'est d'aller vous voir. On avait encore combien de minutes? 2 minutes exactement, 1 minute 47. Alors, on a parlé des avantages et inconvénients de chacune des formes de placement, immobilière et immobilier. Beaucoup d'avantages de part et d'autre et tout. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, ce sera le dernier aspect, je vous regarde Gauthier, c'est cet associé invisible qui s'invite et qui prend une partie de votre rendement, si pas une bonne partie, si pas la totalité des fois, c'est le fisc. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs dans la dernière émission, tout l'aspect de la planification successorale, parce que souvent, moi je trouve que les gens font parfois des erreurs, quand parfois ils viennent me voir, surtout au niveau des placements, ils me disent, j'invente, voilà, j'ai touché mon assurance groupe 500 000 €, qu'est-ce que je fais? Où je l'investis? Et c'est assez amusant parce que je me rends compte que je leur pose des questions qui ne sont pas du tout celles qu'ils attendent, parce que je leur pose plutôt la question, est-ce que vous êtes marié? Quel régime? Est-ce que vous avez des enfants? Mais lui, il veut parler de rendement, et lui, il veut parler de rendement matrimonial. Donc du coup, j'essaie un petit
peu de calmer ses ardeurs, mais en fait, pourquoi? Parce que, de nouveau, et je vais prendre l'exemple de ce client qui arrive avec 500 000 euros, je me dis, il investit 500 000 euros, c'est très bien, et j'espère vraiment que sur les 10 prochaines années, il aura une performance de 4, 5, 6%, mais si c'est pour que ces 500 000 euros deviennent 6, 7 ou 800 000 euros dans 10 ans, mais si c'est pour qu'à terme, ce soit payé, c'est pour que ses enfants ou son épouse payent des droits de succession qui va jusqu'à 30%, moi donc le rendement est laminé. Et donc c'est pour ça que moi, souvent, je dis souvent à mes clients quand ils viennent me voir, avant d'aller réfléchir, est-ce que je vais dans une institution financière, je vais chez De Groot, Rothschild, Pictet, Delaine ou Tartampion, pour moi, la vraie question, c'est qui doit investir? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est les enfants? Sous quelle structure? Avec quelle clé de contrôle, gestion? Parce que finalement, on se rend compte que le plus gros rendement ou la perte que j'ai in fine, c'est les droits de succession dans ce volet-là, forcément. Vincent, Gauthier, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Vous avez été remarquables tous les deux. Merci à la fois pour votre temps et votre partage d'expertise et merci à vous de nous avoir suivis.